Mais peut-être pour expliquer exactement ce qui s'est passé, il faut revenir sur comment fonctionne le système électrique. Et donc c'est là que l'ingénieur intervient. Le système électrique, il fonctionne d'une manière où il faut maintenir la fréquence. La fréquence, c'est 50 Hz, c'est-à-dire 50 fois par seconde, l'électricité monte et descend. Et pour que cette fréquence soit maintenue, il faut qu'il y ait toujours autant d'électricité qui est injectée dans le système, autant d'énergie qui est mise dans le système, que d'énergie qui est soutirée. C'est exactement comme une bicyclette. Pour que la roue tourne toujours à la même vitesse, il faut qu'on pédale et qu'on mette de l'énergie dans le système autant que le frottement ou la pente enlève de l'énergie au système du vélo. Là, manifestement, il s'est passé une situation dans laquelle on a perdu le contrôle de la vitesse à laquelle on pédalait ou de la vitesse à laquelle on freinait, et où on a eu un décalage de fréquence très fort et qui a entraîné une perte en cascade du fonctionnement du système, parce que quand on s'éloigne trop de la fréquence normale de 50 Hz, il y a des centrales qui se mettent en sécurité parce qu'elles ne peuvent pas fonctionner au-delà de cette plage de fréquence et qui du coup se déconnectent du système. Et plus elles se déconnectent, plus la fréquence s'éloigne et plus d'autres se déconnectent, et donc tout le système s'arrête en cascade. Il y a un effet domino en fait, et c'est très rapide, 5 secondes. Et ça peut aller très vite. Et donc c'est ça qui a amené effectivement en quelques secondes à avoir beaucoup de centrales qui se déconnectent sur le système espagnol, jusqu'à ce qu'en fait on ait perdu complètement l'équilibre offre-demande en Espagne. Donc c'est un phénomène qui est connu, qui est arrivé à plusieurs reprises au cours du XXe siècle en Europe et même d'ailleurs en France jusque dans les années 70. Donc c'est un phénomène qu'on connaît, où beaucoup de dispositifs sont mis en place pour justement l'éviter, le contenir et le gérer jusqu'à quelques millièmes de seconde avant l'incident. Et là, manifestement, ça n'a pas suffi. Et donc, deux grosses fermes solaires se sont arrêtées, se sont sorties, découplées du réseau. Donc on a arrêté d'envoyer l'énergie dont on parlait à l'instant très brutalement et 2 fois successivement. Ils ont réussi à régler le premier cas, disent-ils, mais le deuxième, on a rajouté trop à avaler pour le système électrique, qui n'a pas eu les éléments de sécurité et qui a eu des effets en cascade, qui ont en plus été compliqués par le fait que la France, qui habituellement est interconnectée à l'Espagne et qui, du coup, crée une solidarité pour gérer des problèmes, les aléas, le câble, l'interconnexion avec la France a été arrêté, sans doute pour protéger aussi l'effet de contagion de ce phénomène au-delà des Pyrénées. Du coup, les Espagnols et ça a forcément permis à la peu. France d'être un peu moins impactée, mais ça a pu jouer un rôle. Ça, je serais très prudent sur l'effet amplificateur ou pas de ce paramètre, mais c'est sûr que le fait d'être une péninsule permet de moins compter sur ses voisins, très physiquement, mais c'est ce qui explique aussi les gros enjeux de renforcement des interconnexions entre pays européens. Il y a des projets de lignes entre la France et l'Espagne pour renforcer ces capacités de s'entraider entre pays qui auraient peut-être rendu service. Avec ce paradoxe tout de même, vous le disiez, d'effet domino, donc au contraire on coupe, mais si on coopère, est-ce que cet effet domino ne peut pas être plus important ? C'est toujours la limite de savoir jusqu'où vous aidez votre voisin et à partir de quand vous préférez protéger certaines parties du territoire, mais ça vaut au sein du territoire espagnol, parce que toute l'Espagne ne s'est pas arrêtée. La moitié, c'est déjà énorme, mais le système s'est arrêté à une certaine limite, qui était ce qu'il était capable de gérer par des automates qui agissent en quelques secondes. Et ensuite, on redémarre progressivement avec des humains qui prennent des bonnes décisions pour le mettre en service. Mais la mise en sécurité du système est indispensable à laisser faire à des automates qui, évidemment, prennent des décisions pas forcément optimales quand on raisonne après. Mais au moins, ils ont mis le système en sécurité pour qu'il s'arrête quelque part. Le principe du problème, mais c'est vrai que c'est révélateur de l'importance de gérer cette transition énergétique de façon à tenir compte de tous les paramètres. Face à un système qui, finalement, doit apprendre à absorber beaucoup plus de renouvelables, des renouvelables qui sont intermittents, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas le moment où on a du soleil ou du vent. Et quand vous avez dans le système électrique un aléa, un déséquilibre, si on reprend la métaphore du vélo, vous avez un obstacle, vous devez pouvoir donner un coup de collier, un coup de volant ou un coup de pédale. Et lorsque vous avez des objets dans le système électrique que vous ne pouvez pas contrôler, parce que vous ne pouvez pas souffler sur les éoliennes et vous ne pouvez pas éclairer vos panneaux solaires, et que vous ne pouvez vous tourner vers personne qui puisse réagir, à un moment donné, le système, il manque de flexibilité. Donc là, il y a un incident à l'origine. On ignore pourquoi les centrales solaires se sont arrêtées, mais ça peut arriver. Normalement, un système sait réagir à ça. Et là, de toute évidence, la solution pour réagir, la réserve de sécurité, n'était pas assez grande pour faire face à l'incident. Et le fait qu'elle ne soit pas grande, c'est parce que les producteurs d'aujourd'hui qui sont renouvelables ne peuvent pas le faire. Avant, c'était des centrales à gaz, c'était très facile de la démarrer, de l'accélérer. Mais dans un monde où on veut se passer de centrales à gaz et à charbon, il faut apprendre à gérer ces éléments de sécurité autrement. Et ça passe par organiser soit un meilleur pilotage de la consommation, soit des batteries, soit en tout cas des solutions qui doivent se développer aussi vite que le renouvelable. Sinon, face à tout aléa, on se retrouve coincé avec un système inerte sur lequel, à part tomber, quand on ne pouvait plus lui pédaler, le vélo il tombe. Mais il me semble que le vrai choix énergétique et la vraie particularité ibérique qui rend la zone spécialement vulnérable, ou en tout cas qui a pu amener à cette vulnérabilité, le fait que l'Espagne est une presqu'île. Et en fait, énergétiquement, c'est même
quasiment une île en fait. Parce que l'Espagne est Comment on l'explique ça? très C'est peu un choix? elle est peu connectée à ses voisins. Il y a des interconnexions avec la France. RTE a d'ailleurs joué un rôle important dans la restauration du courant en Espagne en redirigeant des volumes d'électricité française vers l'Espagne pour les aider à redémarrer leur système. Mais à l'échelle du système espagnol, c'est relativement peu pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir gérer les congestions éventuelles dans le système espagnol. Et c'est ça en fait le vrai sujet qui va monter maintenant dans les semaines qui viennent, c'est on peut s'attendre à ce que l'exécutif espagnol se mobilise pour dire qu'il faut davantage se connecter à la France, davantage développer notre lien avec le cœur du continent, parce que c'est aussi comme ça qu'on sera mieux couplé et donc plus résilient. Et lorsque vous îlotez quelque part, vous mettez une frontière à la zone qui va être concernée par le blackout pour protéger le reste, ça doit être une zone qui arrive à... Enfin, le reste du territoire doit réussir à s'équilibrer. Donc là, de toute évidence, le phénomène d'origine était extrêmement massif, d'une ampleur énorme. Le gouvernement espagnol a annoncé la perte de 15 gigawatts de puissance très rapidement. C'est 60% de la production espagnole et portugaise instantanément. Face à ça, c'est assez logique qu'il y ait besoin d'un ajustement de la production. La vraie question, c'est pourquoi ça s'est arrêté. Mais dès lors que c'est arrêté, c'est normal que le territoire ait besoin d'ajuster la consommation. Et quand vous ne savez pas organiser le fait de baisser la consommation de façon maîtrisée, ce sont les automates qui décident de couper des villes entières jusqu'à arriver à ce que le système s'est livré. Et quand ça a redémarré, la France a été solidaire avec ses interconnexions, mais toutes nos centrales à fioul ont redémarré à leur maximum. C'est-à-dire que l'électricité, on n'en a jamais en trop. Elle est toujours, quand elle est produite, elle est toujours consommée. C'est les lois physiques. Donc quand vous avez une perte de 15 gigawatts de production, vous devez trouver soit 15 gigawatts qui produit tout de suite, instantanément, la même chose, et ça, toute évidence, c'était pas disponible, soit baisser la consommation de façon plus ou moins maîtrisée, et c'est ce qui s'est passé. Parce que pour arriver à des problèmes significatifs sur le réseau, ça peut être déclenché par quelques pourcents d'écart à l'échelle nationale, dès lors que les marges de sécurité, les réserves dont on dispose ne permettent pas de faire face. Et donc typiquement les réserves au plan européen, puisqu'on est tous interconnectés, au plan européen qui permettent de faire face, ont été définis pour faire face à la perte de 2 centrales nucléaires simultanément. On se dit ça n'arrivera jamais, déjà une c'est rare, 2 ça n'arrivera jamais, mais simplement on a des configurations de réseau qui fait que ça peut dépasser, et typiquement là ce qui s'est passé en Espagne me fait furieusement penser à ce qui s'est passé il y a 5 ans au Royaume-Uni. Vous avez un quart du Royaume-Uni qui s'est retrouvé dans le noir, exactement pareil, ils ont été un peu plus rapides pour remettre le courant, mais c'était une centrale éolienne, une ferme éolienne offshore qui a disjoncté, il y a eu un orage, elle s'est arrêtée instantanément, mais sa taille était supérieure à la réserve de sécurité qui était disponible. Donc si vous avez une conjonction d'événements trop forts ou dans un lieu où l'électricité ou la roue de secours qui est chez les voisins ne peut pas aller, c'est un peu la problématique de la péninsule, vous vous retrouvez avec une roue de secours inadaptée, trop petite ou pas au bon endroit, et c'est toute évidence, la taille des réserves n'a pas suffi en taille ou en localisation, puisque cet effet de contagion aurait dû être géré par le système. Et il y a régulièrement des aléas sur le système électrique qui est très résilient, et on en a en fait pas très souvent des problèmes de cette ampleur-là. Malheureusement, pour éviter qu'il y en ait de plus en plus souvent, il va falloir qu'on investisse dans le réseau pour qu'il s'adapte à cette évolution du mix. Mais il y a des solutions, c'est pas du tout sans espoir. Et ça demande des investissements. Il faut le faire sérieusement et avec les investissements. Pierre Jérémy, vous êtes d'accord, il faudrait en fait investir dans le réseau pour le sécuriser, parce que la France pourrait vivre la même chose que les Espagnols et les Portugais. C'est un sujet qui est commun. C'est pour que les réseaux soient fiables, il faut assurer l'adéquation entre l'offre d'électricité et la demande. Et il faut maintenir des capacités flexibles, c'est-à-dire avoir des réserves, des centrales qu'on peut activer si on en a besoin, ou des consommateurs qui acceptent de consommer moins si on a besoin de baisser la demande. Et en plus de ces réserves, il faut continuer à s'interconnecter avec nos voisins pour pouvoir faire jouer la solidarité entre pays le plus possible, à mesure que ces événements extrêmes peuvent devenir plus fréquents ou plus importants. Et donc tout ça, c'est des investissements, c'est des coûts, et ça tombe bien puisqu'on a des gestionnaires de réseaux européens qui ont beaucoup travaillé ce sujet et qui ont construit leur plan à 10 ans pour déployer leur outil et le rendre plus flexible, plus résilient et adapté à la transition qui vient devant nous. Oui. Je crois qu'en termes d'investissement, RTE a effectivement un plan à 10 ans qui est chiffré, même si je n'ai pas le chiffre en tête, mais avec une croissance significative de ces investissements. Il ne sera pas dans le budget de l'État, puisque c'est sur la facture des consommateurs d'électricité que ça se répercute. C'est le consommateur d'électricité qui financera et le fait les d'avoir à investissements. transporter l'électricité. Donc là, attention aussi à la hausse de la facture. Ça sera le 1er juillet prochain. Mais ça fait partie des coûts du système qu'il faut absolument prendre en charge, sinon à la fin, on n'aura plus d'électricité au moment où on en a besoin. Mais par ailleurs, la Commission européenne est extrêmement sensible
sensible à ces enjeux de flexibilité. C'est au cœur des précédentes directives qu'elle a pu publier. Il y en a qui sont assez fraîches, qui ont quelques mois, et qui met vraiment au cœur, mais RTE a aussi ça au cœur de sa stratégie, le développement des flexibilités, qui est un mot qu'on va sans doute de plus en plus entendre dans le cadre de la transition énergétique, parce qu'on produit de façon propre, mais de façon non pilotable. Et pour piloter le système, il faut un volant à côté. C'est ce qu'on appelle la flexibilité, avec l'effacement de consommation, ce qu'on disait à l'instant, pouvoir baisser des consommations qui ne gênent personne dans des volumes significatifs, ou le stockage, parce qu'on a absolument besoin de ces deux piliers en parallèle du développement de la production fatale, la production intermittente qu'on ne pilote pas, si on veut que le système puisse être stable avec des leviers d'action. Par contre, je pense que c'est une bonne occasion de rappeler qu'une des premières choses qu'on peut faire, au-delà de la survie, c'est par exemple isoler des logements. C'est faire en sorte que si on a ce scénario en hiver, hier il faisait beau, ça va, mais si ça arrivait en plein hiver, il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des foyers qui n'ont plus de chauffage, ont des passoires thermiques et se retrouvent dans le froid, qu'on ait des hôpitaux justement avec des générateurs qui ne puissent pas démarrer. La résilience, c'est aussi prévoir toute l'économie. Si on électrifie l'économie, il faut aussi faire en sorte qu'en cas de problème, on ne se retrouve pas avec un drame humain, et c'est ça le plus important. La Commission européenne a lancé un travail pour demander à tous les Européens d'avoir chacun un pack en cas d'urgence chez soi, pour ceux qui ne le faisaient pas déjà, donc avoir un petit peu d'eau, un petit peu à manger, le transistor, les piles, la lampe torche. C'est plutôt une bonne idée, beaucoup de gens le font déjà, et voilà, s'il y a, je pense, une leçon à tirer de cet épisode, c'est probablement celui-là, au-delà du besoin d'améliorer la coopération entre Européens, et notamment entre la France et ses partenaires ibériques. Je vais juste insister sur le fait que le plus important, c'est quand même d'éviter que ça arrive, là qu'il y a quand même eu... Oui. J'ai entendu des annonces des morts et que dans d'autres pays, des blackouts génèrent aussi des situations vraiment dramatiques. Donc on doit tout faire pour l'éviter, même si c'est bien de s'y préparer, et assumer les investissements nécessaires à cette fin.